Donc, vers une vision de la station-service réinventée. Pierre Lucier. Hello. Merci. Merci. Bonjour à tous. Bonjour de la Terre. Tout d'abord, mes condoléances à la famille Lafleur, ce qui veut dire à tous les Québécois. Nous quitter un jour de la Terre, ça prend une étoile pour faire ça. Donc, salut Guy. La station-service réinventée, qu'est-ce que c'est? Voici ma présentation. Je vais vous présenter un peu le programme de la Recharge Éco. On va aller vers une vision un peu de ce que le Jour de la Terre a dans ce projet-là de la Recharge Éco. Puis on va faire au défi, donc je vais vous adresser les défis que je vois dans notre secteur, d'organismes sans but lucratif, charitables, qui met sur pied des programmes de haut niveau comme la Recharge Éco. Puis là, peut-être qu'on ira ensemble discuter. Donc, on ira vers le bord de plage, puis on s'assiera, puis on aura une discussion quand on parlera des défis, parce que c'est plus une échange que je cherche à avoir avec vous sur ces thèmes-là. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Jour de la Terre? Souvent, on se dit le Jour de la Terre, c'est une journée comme les autres, c'est comme la journée de la fête des mères. Mais oui, c'est ça, mais c'est aussi une organisation de bienfaisance environnementale. Notre mission, c'est d'accompagner les personnes et les organisations à diminuer leur impact sur l'environnement. Nous sommes des militants de l'action environnementale depuis 1991. Donc, ce que ça veut dire, militants de l'action environnementale, c'est que nous, on ne dépose pas d'opinion auprès du gouvernement. On ne dit pas aux gens quoi faire. On organise des programmes et on est militants de nos programmes. Ce qui nous motive, c'est notre mission dans nos programmes et donc de diminuer l'impact des organisations sur l'environnement. On est actif dans différentes sphères en lien avec l'écologie, avec la mise en place de programmes innovants et un suivi méthodique des résultats. Et quand on dit actif dans différentes sphères, on est actif dans toutes les sphères. On a une connaissance particulière en gestion de matières résiduelles, en verdissement, en transport et mobilité durable, mais on a déjà fait avec la compagnie Dallaire des études sur l'impact des différents moyens pour diminuer l'impact de vos corps en fin de vie. Donc, ça vous donne une idée. On aime ça ratisser large. La Recharge Éco. La Recharge Éco, c'est présentement un réseau de bornes de recharge rapide de 125 kW partagées. C'est des bornes prêtes à accueillir les véhicules électriques de demain. Donc, les véhicules que vous voyez ici, qui vous seront livrés, espérons-le, avant 2024, c'est des véhicules, c'est vraiment la recharge qui est adaptée pour ces véhicules-là. C'est une équipe expérimentée de plus en plus. Vous allez le voir, on a plusieurs sites en service. C'est un réseau voué à grandir, on va en parler. Et c'est un réseau qui s'inscrit dans la mission et les valeurs du Jour de la Terre et qui va pérenniser notre organisation. La première phase du réseau, c'est un projet de 14 750 000, 6 750 000 d'équité, 5 millions du gouvernement fédéral via Ressources naturelles Canada et du programme PIVES, 500 000 du Fonds Éco-IGA, 1 250 000 des marchands IGA qui accueillent les bornes et des prêts totalisant 8 millions de dollars, 3 millions chez Investissement Québec, 3 millions chez Fonds d'Action et 2 millions d'obligations communautaires, ce qui en fait la plus grande émission d'obligations communautaires jamais faite au Québec, c'est avec la Recharge Éco. Sur les 10 ans d'opération prévue de la Recharge Éco, c'est 102 650 tonnes de GES qui seront évitées. À titre d'exemple, un véhicule à essence émet 50 tonnes de GES sur 10 ans. Le financement de la recharge se fera au profit des communautés engagées, tout en rendant notre réseau routier plus résilient à l'ajout de plus de 10 000 véhicules électriques. Le
le 22 de chaque mois, l'intégralité des ventes des recharges du jour est versée à un organisme de charité local. Et en partenariat avec Ecotank Canada, Recharge Éco offre du lave-glace en vrac. Oui. Donc, du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, donc au 30 septembre prochain, c'est 50 sites pour 100 bornes qui seront en service. On est présentement à 20 sites en activité. On est à 25 sites en construction actuellement et on aura 5 sites qui commenceront à être construits au début du mois de juin pour une mise en service, espérons-le, au plus tard en octobre. Là, je prends une petite pause parce que là, s'il y a des questions sur le réseau actuellement, je vais prendre ça. S'il y a des mains qui se lèvent, s'il y a des commentaires, je suis prêt à les prendre. Mais là, on va transférer un peu sur ce qui est le cœur de ma rencontre avec vous aujourd'hui, mais d'échanger ou de vous présenter un peu la vision qui réside dans notre projet. Parce que là, vous comprenez, le jour de la Terre, hein, ça n'a pas bâti des réseaux de recharge rapide avant. Ça n'a jamais fait de projet de plus de 10 millions. Donc là, on est vraiment à faire ce qu'on a dit qu'on livrerait, donc un réseau de bornes de recharge rapide. Mais dans notre vision, dans ce qui nous amène, ce qui nous a motivés à mettre sur pied la Recharge Éco, il y a autre chose qui, espérons-le, va s'affirmer d'ici 2025-27. On pourra revenir après dans notre échange, aux discussions, si vous avez encore des questions. Là-bas, vous avez un des projets qu'on a au Jour de la Terre qui s'appelle Transition Wow. Vous avez un Explorer 2012 converti par EcoTune. Vous avez une table à côté. Vous pouvez aller réclamer 30 minutes de recharge gratuite à la Recharge Éco à ce stand-là. Dans la vision du Jour de la Terre, c'est un réseau de bornes pour le bien commun. Donc, le bien commun là, dans son ensemble, donc, c'est vraiment un bien commun où est-ce qu'on offrira des services, mais qu'on pourra acter notre engagement environnemental et qui sera utile à la communauté. C'est un réseau qui est pensé pour un déploiement souple, un réseau inclusif qui met de l'avant l'action écologique et sociale. Donc, quand on parle d'un déploiement souple, les gens qui font de l'installation de bornes de recharge rapide comprendront qu'on va rechercher de plus en plus une grande puissance. Mais pour ça, on va avoir des infrastructures extrêmement imposantes qui vont prendre du temps à brancher au réseau ou à mettre sur place. Il va y avoir des dalles, il va y avoir des cabinets. Donc, notre stratégie, c'est vraiment de ne pas se concentrer sur des sites de recharge où il y aura des dizaines de chargeurs, mais de maximiser les puissances jusqu'à un certain moment donné pour garder nos transfos dans nos bornes, pour ne pas avoir des cabinets à plus finir sur nos sites et d'aller chercher dans nos communautés un autre endroit. Donc, c'est vraiment, vous n'allez pas nous voir, notre objectif, c'est pas l'autoroute où souvent on revient à regarder vous regardez beaucoup les stations du futur, là, puis on retourne au diner de 1950, puis là, il y a comme un American Graffiti, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, là, mais donc on est dans le burger stand un peu, puis là, il y a des recharges alentour de ça. On n'est pas là, nous autres. On est vraiment dans une infrastructure, on va en reparler tantôt, qui est souple, qui se déploie. Puis si on arrive, parce que c'est le maximum de puissance, c'est 4 ou 6 bornes à un endroit, bien, on va arrêter là, puis on va aller chercher un autre site dans la communauté, puis reproduire ce site-là. Entre autres, vous allez voir, parce que dans le fond, quand on parle pour le bien commun, on parle des services, on veut joindre des services alentours, on veut concentrer. La vision, c'est d'utiliser la borne pour densifier les flux de transport. Je dis toujours deux choses sur les flux de transport. Si les sièges vides de nos autos étaient gérés par quelqu'un qui avait des points aéroplans, ça serait rempli assez vite. Et si jamais on laissait nos réseaux routiers opérés par des ingénieurs informatiques qui s'occupent de réseaux, on réglerait 90% de nos émissions de gaz à effet de serre, puisque nous sommes devant une inefficacité crasse de nos déplacements.
Et donc, on cherche par l'occasion de la recharge de créer des points où est-ce qu'on densifiera les flux de transport parce qu'on va amener un paquet de services alentour de ça qui ne seront pas juste au niveau de la mobilité. Tous les sites de la phase 1 sont à même d'être doublés en puissance et en borne si la demande le nécessite. Vous regardez aussi ça ici, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui reconnaît le coup de crayon de Pierre Thibault. Pierre Thibault, cet architecte important pour l'histoire du Québec, qui est un grand collaborateur du Jour de la Terre. On a plusieurs collaborateurs parce que on veut que la borne soit au cœur du paysage. L'aspect de l'intégration de la borne au paysage est extrêmement important pour nous. On dit toujours, dans la vision qu'on a, si la recharge de pétrole est le côté sombre, quel est le côté clair de notre vision? Donc, c'est quoi le côté clair? Puis même, nous, on aimerait ça faire table rase de toute cette espèce de verticalité. Là. On a toujours la recharge est toujours comme ça. On se demande pourquoi c'est comme ça, parce que là, on répète le distributeur d'essence, on répète le geste. Est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? C'est sûr que ça nous intéresse de travailler sur d'autres choses que juste quelque chose de vertical comme ça. Vous voyez un peu en arrière ce qui se trame, on travaille là-dessus. On veut des sites qui offrent une expérience unique. Hein? On est en train de parler, je dis n'importe quoi, là, mais on est en train de parler de faire des sites de consigne. Hein? On parle de sortir, parce que là, on va avoir les bouteilles de vin qui vont être consignées, les cartons de lait qui vont être consignés, puis on a dans les GA, entre autres, donc on va avoir une grande demande de gestion des contenants. Fait que là, ça se peut plus qu'on va sortir les contenants de la gestion interne dans les magasins. Est-ce que c'est une occasion pour créer d'autres services, quand on se parlait, d'autres services connexes, où est-ce qu'on arrivera, on chargera notre auto, mais on viendra porter ces bouteilles, dans le fond, on aura des services écologiques complets, ou peut-être partiels à certains endroits, mais qui pourront venir peupler les différents services de notre expérience. C'est là qu'on va aller. Évidemment, on veut disposer de toutes les commodités. C'est déjà ce qui est possible dans la recharge éco, l'éclairage, le déneigement, les toilettes, les services de prêt-à-manger et des sites qui prennent en compte la nature environnante. Vous voyez, ça revient, on est dans le paysage, on veut vous permettre dans des endroits où est-ce que ça sera, il y a des endroits, vous les connaissez, qui sont très difficiles. On se retrouve dans un paysage, même dans les réseaux actuellement, souvent on est en arrière du magasin, dans un endroit pas très réjouissant. On veut avoir une belle expérience, puis on veut, et du côté de la nature, on veut être là. D'un côté, c'est sûr qu'on veut avoir des recharges éco auprès des grandes expériences des parcs et des grandes expériences nature, mais aussi si on se retrouve entre deux restaurants rapides puis un container, bien on va jouer avec ça, on va venir jouer, on va essayer de travailler le faux pour vous créer une expérience que ça va être reposant, même si vous êtes dans un endroit qui pourrait être plus difficile à intégrer. Et là, on arrive à la partie où est-ce que je veux justement vous parler de nos défis, un peu de ce qui s'en vient. Puis là, on pourrait échanger à ce sujet-là, parce que je l'espère, qu'on pourrait échanger. Puis peut-être je pourrais être plus précis dans les défis auxquels on fait face. Okay? Donc, le premier défi auquel on fait face, et tout le monde y fait face, c'est la disponibilité des matériaux. Donc, actuellement, pour la phase prochaine, donc, il y aura vraiment, il y a des enjeux importants au niveau de la disponibilité des matériaux. Le défi numéro 2, c'est la nécessité d'avoir une structure administrative mieux adaptée à ce genre d'actifs. Bien, vous pouvez penser qu'un organisme charitable, comme le Jour de la Terre, qui va avoir une infrastructure, là on parle de 50 sites, mais on a une vision de 600 sites en 2027, bien, ça ne se fera pas dans un organisme charitable, donc il faut penser, mais il n'est pas question, en tout cas pour moi, de ma vision, puis là après ça, les autres, ce sera d'autres, mais pour moi,
C'est un réseau qui est au service, qui joue un rôle communautaire, qui interpelle les acteurs communautaires. Donc, en même temps qu'il faut un véhicule administratif pour gérer ça, il faut garder l'essence que c'est la mission qui est notre moteur et non le produit financier et non de la rentabilité financière. Le défi numéro 3, c'est une collaboration réussie entre opérateurs. Et là, ce que je veux dire, dans une collaboration réussie entre opérateurs, vous voyez, là, dans le fond, dans les réseaux, on est dans un monde qu'il faut créer de la fluidité. On va retrouver, on a de plus en plus d'opérateurs, on a des gens qui sont très bien implantés, il y a des joueurs comme nous, il y a des joueurs comme Electrify Canada, il y a beaucoup de réseaux qui sont à s'installer. En plus, on a plein de réseaux ou de sous-réseaux qui sont à la maison, qui pourraient être interconnectés avec des plus grands réseaux. On a toute la notion de la recharge de notre auto qui va servir de recharge pour notre maison. Et là, on a un paquet de transactions à l'intérieur de ça, parce que là, on va avoir des transactions qui vont ramener dans le compteur d'Hydro-Québec. Donc, on a des transactions avec nos utilities, les gens qui vont faire l'électricité. Et nous, c'est vraiment important qu'il y ait une fluidité et qu'il n'y ait pas de barrière à ça. Dernièrement, il y a des frais qui sont apparus pour l'interopérabilité entre certains réseaux. Donc, déjà, je vous informe, si vous allez sur la recharge éco, c'est peut-être mieux de ne pas prendre votre application du circuit électrique, puisqu'il y aura un frais qui va vous être chargé. Donc, sortez votre application ChargePoint et allez consommer votre électricité de la recharge éco. Vous sauverez 1,25 $. Au-delà de ça, je pense qu'il faut promouvoir une intégration fluide. Et donc, c'est là que je veux dire une collaboration réussie entre opérateurs. Puis nous, c'est surtout, on cherche ces collaborations-là parce que là, on commence bientôt à s'installer en Ontario. Et là, on va avoir, en Ontario, vous le savez, il y a plus d'une dizaine de utilities, donc de gens d'Hydro-Québec. Là, il y en a plus qu'une dizaine en Ontario. Et donc, c'est important d'avoir une vision qui intègre et qui rend la fluidité, qui rend les échanges entre les parties la plus fluide possible. Et c'est des sites publics qui sont au service des communautés. Et là, j'arrive donc, vous avez des sites publics, qui sont des sites sur rue, qui appartiennent aux citoyens. Et nous, ça va être important que les citoyens retrouvent leur compte à l'intérieur de ça. Donc, c'est sûr que dans l'attribution des sites, on veut que ça respecte toutes les lois et les us et coutumes des bonnes offres de services par la communauté. Mais aussi, on pense que les citoyens doivent être informés de l'utilisation, qu'il y ait un certain nombre de l'information numériques qui sont soit le type d'auto, le type de déplacement qui sont faits, les recharges, sans que ce soit nominatif et qu'on soit capable d'identifier les personnes, que ces informations-là, comme elles appartiennent au public, restent au public, même si c'est des opérateurs privés qui opèrent les recharges sur le site. Parce qu'on revient toujours, à un moment donné, si on veut densifier le transport, on parle toujours du dernier mille, on parle toujours des embouteillages, bien, on n'y arrivera pas à avoir une efficacité aussi importante que maintenant, à diminuant nos émissions. Ça va prendre une densification des flux de transport. Puis si on veut densifier les flux de transport, il va falloir être capable de connecter toute l'information ensemble et que ça ne soit pas des chasses gardées dans des petits clusters à travers le cloud. Pas si clair, là. Donc, voici les défis auxquels on fait face. Et je pense que c'est pas mal là où est-ce que je vous dis, est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses? Est-ce que vous avez des questions plus précises à me poser? Est-ce que j'ai été clair? Et est-ce que je peux vous aider? Est-ce qu'on peut engager une conversation ensemble?
Non, présentement, les réseaux ne sont pas interconnectés. Donc, il y a des... En Amérique, si tu veux, donc BC Hydro, Greenlots, ChargePoint, Flow sont tous intégrés sans frais. Là, donc, le circuit électrique par rapport à la recharge éco, il y a des frais. Ce que le circuit électrique annonce, c'est que les frais seront généralisés dans tout le réseau. Et en Europe, on est à peu près à 25 de cette façon de faire où est-ce qu'on charge des frais, puis 75 est des réseaux qui sont intégrés directement. Et donc, au lieu de charger des frais, c'est intégré, les coûts d'intégration sont insérés, si tu veux, dans le frais à la recharge. Et c'est ce qu'on privilégie, d'aller directement, parce que pour nous, il y a une barrière. Là, ça veut dire que, tu sais, quand tu as un frais, c'est que tu n'as rien consommé, puis tu as déjà payé 1,25 $. Déjà là, c'est comme, on trouve que c'est contre-productif, on trouve que ça agit comme une barrière. Puis, ça permet donc, c'est ça. Donc, c'est ça, je vais arrêter là. Mais présentement, avec ma carte circuit électrique, je pourrais recharger sur le circuit Recharge Éco, mais il y aura un frais de 1,25 $. Exactement. Puis est-ce que vous êtes le seul, si on veut, autre opérateur qui est connecté avec le circuit électrique ou toutes les autres, Electrify Canada? Il y a d'autres opérateurs qui sont connectés avec le circuit électrique qui bénéficient pour l'instant de pas de frais. Ce qu'on nous dit, c'est que donc, à terme, tout le monde aura chargé des frais. Donc, nous, on est... Donc, mais à terme, la vision du circuit électrique, qui est contraire à notre vision, c'est de charger des frais. Et nous, on cherche à intégrer directement parce que là, c'est ça que je voulais dire, c'est qu'en plus de ça, comme tu crées il y a une tierce partie intégrée. Donc, il faut que tu gères le 1,25 $ en plus. Donc, tu complexifies la transaction parce que là, en plus de ça, il y a un frais. Puis là, le frais est séparé entre les utilisateurs. Puis là, c'est comme, au lieu d'intégrer un pourcentage dans une transaction, au lieu de l'intégrer à 2 %, mettons, dans ton frais, puis là, tout le monde interagit ensemble. Dernière question, est-ce que tu crois qu'au Québec, ça va être le circuit électrique qui va devenir, si on veut, l'interconnecteur de tous les réseaux ou quelqu'un d'autre va prendre le dessus? Présentement, ChargeHub agit comme interconnecteur. Donc, moi, moi, ce qui m'inquiète par rapport à ça, puis là, c'est les défis, c'est l'aspect de contrôle puis de protection du réseau qui est là. Dans une affaire où est-ce que j'espère que c'est pas comme une annonce de quand tu vas vouloir rebrancher ta maison à ton circuit. Mettons que tu vas arriver à ta maison puis que tu veux brancher dans ton compteur Hydro-Québec ton auto. Que là, il n'y aura pas un... Tu sais, que le modèle d'affaires, c'est pas, là, pour faire l'interaction avec ton auto puis ta maison, là, il va y avoir un frais, tu sais. Donc, puis là, une série de frais. Moi, c'est là que je fais comme... Puis moi, je trouve que le circuit électrique fait fausse route là-dedans parce que il y a comme une espèce de protectionnisme. Déjà, je trouve que la discussion n'a pas eu lieu, tu sais. Il n'y a pas eu de discussion. À un moment donné, c'était ça, puis ça a été ça, puis c'était ça ou pas, tu sais. Puis deuxièmement, il y avait comme une... Il y a comme une... tu sais, on est super content de vendre de l'hydroélectricité aux États-Unis puis de faire ça dans un réseau, tu sais, non protectionniste. Là, fait que je comprends. Puis, je comprends pas, là, déjà, tu sais, là, on a commencé à dire, les autobus, si on donne de l'argent, tu sais, nous autres, on va réagir au Buy American Act, là. Mais moi, je n'y crois pas, là. Nous, il faut être contre le Buy American Act puis agir au Canada dans une ouverture d'esprit, parce que c'est sûr qu'on n'y gagnera jamais à être protectionniste. On peut réagir aux Américains, mais tu sais, c'est comme... je suis pas sûr qu'on va gagner là. Donc, il faut continuer à avoir, pour nous, en tout cas, une vision. De toute façon, pour nous, c'est une vision écologique de permettre de faciliter les transactions. Et est-ce qu'il y aurait une ouverture du circuit électrique de juste enlever les frais de 1,25 $? Puis... Les gens au circuit électrique à Hydro-Québec sont des gens extrêmement ouverts. On a d'excellentes conversations. On a deux visions, mais on a une excellente conversation. Puis je pense que c'est en se parlant qu'on va y arriver aussi, là. Donc ça, c'est clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Monsieur Lucier? Oh, c'est bon. En fait, j'avais une autre question. Oui.
Tu avais mentionné que le jour de la Terre, il y avait des... Tous les profits étaient... ou les revenus étaient reversés à des organismes charitables. Cette année, c'est quel organisme qui a... Donc, c'est les ventes de chaque 22 du mois. Donc, si tu vas à la recharge éco le 22 du mois, dans le fond, ta recharge est versée à un organisme local qui est souvent, à chaque borne est associée à un organisme local. OK, donc chaque borne dans sa région. Exactement. Okay. Et c'est choisi de façon conjointe avec le marchand IGA et le Jour de la Terre, mais disons que c'est vraiment choisi par le marchand IGA. C'est souvent des organismes qui travaillent en précarité alimentaire qui sont déjà associés avec le marché en présence. Donc, chaque région, si on veut choisir, c'est vraiment... Chaque borne, vraiment, c'est local. Là. C'est vraiment, c'est la popote roulante de Sainte-Thérèse. Là, donc, tu sais, c'est vraiment très local. Puis, est-ce que les stations de recharge, ils ont du Wi-Fi? Non, ils n'ont pas de Wi-Fi encore. Ils ont du lave-glace en vrac, mais pas de Wi-Fi encore. Mais c'est sûr qu'effectivement, quand on parle d'une vision de service, d'expérience, c'est sûr qu'on cherche à avoir une expérience, je dirais, digitale. Ce n'est pas notre premier but. Mais c'est sûr comme une tour, dans le sens d'une expérience digitale pour te dire, voici, si tu veux aller au patinage libre cette semaine dans ta communauté. Vraiment, donc, d'une expérience de communication, mais communautaire. Donc, encore une fois, puis d'attirer une vision de service pour savoir, mais là, je suis à Boisbriand, mais les poubelles, ils passent à tel jour, la patinage libre est à telle heure, puis mon organisme communautaire, il fait un souper spaghetti, puis si je voulais donner de l'argent, ça serait... Donc, tu vois, là, c'est vraiment cet espace-là de communication plutôt que, puis là, je vais te dire, plutôt que de vendre des cafés ou des chips puis de la liqueur. Il n'y aura pas de machine distributrice dans vos... Écoute, encore une fois, c'est sûr que notre vision, les machines distributrices, ça serait une machine distributrice d'arbres ou de semis à planter chez vous. Je dirais pas non, là, mais si on avait, tu vois le genre, là, je avais une machine distributrice de légumes moches que, dans le fond, qui sont restés au champ puis qu'on est allé glaner, puis ben oui, là, mais tu vois, on veut vraiment travailler sur un espace où est-ce que tu es en phase avec le choix que tu as fait de prendre un auto puis que tu participes à quelque chose puis travailler. Évidemment, c'est pas notre but. Les gens, ils vont arriver chez nous, comme je te disais. Je pense que là, on travaille sur quelque chose de fluide qui va être reconnaissant, qui va faire « Wow, je viens ici parce que je me sens bien, là, pas parce que je suis écolo. » C'est pas ça notre but. On cherche vraiment physiquement quelque chose qui va te dire « Ah, mais j'ai le choix entre ça puis ça. » Bien, c'est sûr je vais aller là parce que c'est tellement le fun, là. Donc, mais c'est le fun parce qu'il y a un aspect de paysage, parce qu'il y a des valeurs écologiques qui sont au cœur de ça. Bravo, Pierre, pour la vision ancrée dans la communauté. On a une question en ligne, une question de M. Sylvain Michaud. Alors, bonjour, Sylvain. Voilà. Bonjour, Pierre. Alors, la question... Ma question, je l'avais mis dans le chat, c'est où vous en êtes rendu là, finalement, dans la phase 2? Parce que bien expliqué que sur 50 sites de la phase 1, il y en a déjà 20 qui sont en opération, 25 en construction, 5 début juin qui devraient commencer la construction plus tard, pour se rendre en octobre au 22, au plus tard, pour l'installation des 50 sites à 2 bornes chacun, ça fait 100 bornes. Il y a d'autres phases, parce que tu parles de 2027 et tu parles de 1200 bornes, 600 sites rendus là. Donc, il y a déjà une phase 2. Moi, il y en a un des sites actuels qui me préoccupe dans l'Outaouais, c'est à Gatineau, parce qu'il est déjà annoncé. Je ne sais pas où il en est rendu, s'il est en construction ou non. Ma connaissance, il ne l'est pas encore. Je veux savoir, parce qu'on a des besoins ici. Gatineau dans les bornes rapides, dans le lac de Gatineau, qui est une grande ville, la 4e ville au Québec. Alors, je veux savoir s'il y a quelque chose qui s'en vient là-dessus, si je dois vous appeler en privé, ou si je peux poser ça comme question en public. Tu sais, on ne fait pas de cachette, là, tu l'as vu. Donc, Gatineau, ça sort en plan bientôt. Comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs sites qui sont faits en collaboration avec Tesla. Donc, les sites qui sont en collaboration avec des infrastructures importantes, c'est toujours plus complexe.
Hein? Donc, on va être là, mais ça s'en vient. Et confiance. Et deuxième des choses, dans la phase 2, j'ai trouvé du financement pour une borne à date. Donc, qui sera, qui va être dans la région de Toronto. Je veux pas, mais on a trouvé ça, on a eu des nouvelles la semaine passée. Mais on est très confiants, là, donc ça c'est vraiment, c'est notre travail. On est très concentré à finir la construction de nos boards, s'assurer qu'ils sont tous livrés au bon temps, parce que là, on est dans des, tu le sais, là, on est dans des périodes de grandes incertitudes au niveau des matériaux, là, comme je te disais. Mais on est là, on sait où est-ce qu'on s'en va. Et là, on commence justement, donc là, vraiment plus publiquement à commencer à parler à des financiers sur la phase 2 et trouver le modèle aussi de la phase 2 avec nos partenaires. Mais tout fonctionne rondement, je te dirais. Merci de ta réponse. Est-ce qu'on a d'autres questions pour Pierre? C'est bon? Bien, écoutez, merci encore une fois. Merci aux partenaires. Merci. Je vois que Bechtrol est partenaire ici. Merci, Bechtrol. Puis, merci, Salon du véhicule. Merci, Ecosphère, Éric, toute l'équipe. Félicitations. Merci à toi, Pierre.